chaleureusement. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux, amical, cordial, affectueux, fraternel. Merci vraiment. Monsieur le maire, cher Michel, merci de nous accueillir, de nous donner l'hospitalité ici. Monsieur Jean-Claude Pérez, je te donne du monsieur. Ça me change. Cher Jean-Claude, chère Gisèle, Madame la sénatrice, chère Marie-Hélène, Madame la députée, Françoise Dumas, chère Françoise, Madame la députée également, André Viola, président du conseil départemental, cher André, Hélène, chère Hélène, que j'ai appris à connaître, vice-présidente de la région. Mesdames, Messieurs, je sais que vous êtes quelques-uns à être élus, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux aussi, y compris dans l'opposition, avec le courage que cela suppose de tenir bon, d'assurer la présence de valeurs, d'un idéal, de choix, et en même temps de ne pas avoir les moyens d'agir. Je suis heureuse d'être là parmi vous, d'abord évidemment très sensible à l'accueil extrêmement chaleureux que vous m'avez réservé. Un accueil vraiment fraternel, et je l'ai perçu, je le ressens, je l'ai vu dans vos yeux, dans vos sourires, je l'ai senti dans les vibrations de vos mains aussi. Vous n'imaginez pas comment vous m'avez rechargé en énergie, en force et en confiance. Je suis heureuse d'être là, sur les bords du canal du Midi, à l'ombre, non pas des jeunes filles en fleurs, parce que Proust ne vient pas de chez vous, mais à l'ombre des platanes. C'est majestueux. Sans compter que grâce à Claude Nougaro, la terre entière sait qu'elle est verte, l'eau du canal du Midi. Je suis venue ici dans cette terre qui a donné beaucoup de personnalité. Vous vous doutez que je suis venue sans traîner les pieds. Je ne traînais pas les pieds. D'abord, il a fallu arriver à Roissy. Après Roissy à Toulouse. Après Toulouse à Carcassonne. Après Carcassonne à Marseillette. Faut vous mériter quand même, hein? En tout cas, je suis extrêmement heureuse de passer mon dimanche ici. Donc non, je n'ai pas traîné les pieds et abîmé le visage, abîmé le genou. Mais pas bousiller les miettes de nous. Pas bousiller les miettes de nous. Traîner était de par ici aussi, paraît-il, pas loin, Narbonne. Et Brassens a chanté exagérément qu'il fallait connaître Carcassonne. Et j'aime Brassens, donc on prend aussi ses excès. Mais c'est vrai qu'il faut connaître Carcassonne. Il faut connaître Carcassonne. C'est la deuxième fois que je viens. La première fois remonte à plusieurs années. Mais là, j'ai pu me promener un peu. Aller à la cité. Et c'est absolument somptueux. C'est somptueux. Il faut y passer la journée. Il faut y passer le week-end. Il faut y passer des semaines. Il faut y passer des mois. On peut même, je pense, y passer sa vie. Lorsque j'ai accepté de venir à vous, il est vrai que les circonstances étaient plus légères et je m'attendais à venir passer un moment très amical, vraiment, à partager, nous tenir chaud dans cette chaleur, nous tenir chaud, parce que nous avons besoin de nous renforcer les uns les autres sur nos valeurs, sur nos combats, sur nos inquiétudes aussi, sur nos interrogations parfois. Mais avant-hier, une attaque brutale, sanglante, barbare, une fois de plus, nous a endeuillés. Une fois de plus, le choc. Une fois encore, un mort ici chez nous, des morts en Tunisie, des morts au Koweït. Même si ces attaques sont juste concomitantes, mais encore des morts, des larmes, encore des incompréhensions. Qu'est-ce qui peut fonder des attitudes pareilles? Du désarroi aussi. Le désarroi qui saisit certains d'entre nous. La menace est là, elle est réelle. Le président de la République l'a rappelé, avec le ton grave qu'appelle la situation, mais aussi avec le sens de responsabilité qui consiste à dire oui, le défi est majeur, colossal, considérable. Oui, les risques sont là. Oui, la menace est là, forte, profonde, probablement durable, élevée.
Mais nous sommes qui nous sommes. Et nous n'allons pas nous effondrer. Avec la gravité qui sied à sa fonction, le président de la République nous a dit que la situation est en effet inquiétante. Mais avec son sens de responsabilité, il nous a rappelé que cette société, qui a déjà traversé des moments difficiles, sombres, terribles, a toujours eu en son sein les ressources, les capacités, l'énergie, le génie, la volonté de faire face, et que cette société a fait face. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons anticipé cette menace, puisque vous savez qu'en avril 2014, un plan interministériel de lutte contre le terrorisme a été présenté. Il a été renforcé, amplifié par le deuxième plan de janvier 2015, mais chacun d'entre nous, dans notre champ de responsabilité, nous avions déjà pris des initiatives, nous avions lancé un certain nombre d'opérations, nous avions pris des mesures, pour ce qui me concerne, dans le domaine de la justice, bien entendu, en milieu carcéral, des mesures, et surtout une mesure du risque, avec cette circulaire que j'avais éditée depuis novembre 2012, renouvelée et actualisée en novembre 2013, pour surveiller, identifier d'abord, surveiller des détenus particulièrement signalés, mais aussi pour faire de la prévention, notamment auprès de la jeunesse qui est placée sous notre responsabilité. Et cela sur l'ensemble du territoire. Et avant même que ce qu'on appelle des signaux faibles ne soient perceptibles, avant même qu'il y ait le moindre repère qui puisse nous laisser penser qu'un jeune ou un détenu à l'intérieur de la prison serait susceptible de basculer. Avant même, parce que nous affrontons les criminels, ceux qui pensent le système, ceux qui l'organisent, ceux qui endoctrinent, ceux qui convertissent. Mais nous devons travailler de façon à assécher le terreau dans lequel ils recrutent, à faire en sorte, là, dans ce domaine-là, sur ce champ-là, à arracher tous ceux qui risquent de tomber sous leur influence. Et c'est ce travail que nous avons lancé depuis 2013. Nous l'amplifions. Et j'ai lancé des partenariats avec les milieux universitaires. Nous avons plusieurs centres universitaires qui interviennent directement dans nos formations. La formation des personnels, la formation des conseillers d'insertion, la formation des aumôniers, la formation des éducateurs, des psychologues. Nous voulons que chacun soit armé pour repérer, comprendre et interrompre, arrêter, éradiquer. Parce que nous sommes effectivement face à ce défi. Et nos démocraties, qui sont pourtant solides, parce qu'elles reposent sur des valeurs profondes, nos démocraties restent fragiles, justement parce qu'elles reposent sur la liberté. Et ces démocraties, à la fois solides et fragiles, doivent faire face à ce défi. Et d'abord, évidemment, assurer votre protection. Donc, veillez à ce que les dispositifs que nous mettons en place sont bien à la mesure de la menace à laquelle nous sommes confrontés. Mais nous devons aussi assurer la préservation de nos valeurs. Car comme vient de le dire Jean-Claude Pérez, si nous cédons sur nos valeurs, nous leur octroyons une victoire. Donc nous devons renforcer nos valeurs. Et nous sommes en capacité de le faire. Le peuple français est un peuple libre. C'est un peuple qui a proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a plus de 2 siècles, que la liberté est essentielle. Et c'est un peuple qui, à travers ces 2 siècles, a appris que la liberté, la grande liberté majuscule, la liberté fondamentale, se décline en des libertés concrètes. La liberté de conscience, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de croyance, la liberté de caricature, que la grande liberté n'a de sens et de consistance que si elle se décline par des libertés que nous devons et pouvons vivre au quotidien. Et la laïcité, qui est un principe de concorde, un principe d'inclusion, un principe qui accepte chacune, chacun tel qu'il est, tel qu'elle est, dans sa singularité, dans ses particularismes, dans ses parcours, dans ses choix, chacune, chacun, tel qu'elle est, tel qu'il est. Mais pour faire société ensemble,
C'est bien la laïcité, principe de concorde, qui nous permet, au-delà de nos identités singulières et particulières, de vivre ensemble, de construire et d'écrire ensemble un destin qui nous soit commun. Mais nous voyons bien que la société est travaillée. Nous voyons bien les failles qui nous séparent. La société a connu des béances, des fractures se sont fait jour. Et certains, face à ces fractures, se sont contentés de mots, parfois d'ailleurs de mots tranchants, parfois de mots blessants. Et ils ont fait en sorte que la République est de moins en moins le creuset dans lequel se construit, s'agrège cette identité collective qui nous permet de transcender, d'aller au-delà de nos identités particulières. Nous voyons bien que dans certains territoires, les chances se réduisent, que l'avenir s'assombrit, que le possible qui est à la disposition de chacun rétrécit. Mais nous ne voulons pas capituler, même si nous voyons bien que les parents sont inquiets et qu'ils ont perdu l'espoir de voir la situation s'améliorer pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et qu'ils ont parfois même acquis la certitude que cette situation va se dégrader. Nous devons faire en sorte que la République redevienne le creuset de cette identité collective. La République ne doit pas être un totem, elle ne doit pas être une incantation, elle doit être une réalité quotidienne, vécue au plus près de chacune, de chacun, dans tous les territoires, aussi lointains soient-ils, dans nos territoires magnifiques, avec leurs paysages, avec leur identité régionale, leur identité territoriale, leur identité culturelle, leur identité gastronomique, leur identité artistique, leur identité linguistique. J'ai demandé des mois à Jean-Claude Pérez, il ne les connaît pas tous d'ailleurs. Merci à l'Occitan. Merci à l'Occitan, comment on dit. Ah. Bon, il n'est pas seul. Voilà ce que sont nos territoires et nous ne devons pas nous priver de ces richesses. Donc la République doit être capable d'harmoniser toutes ces identités, de les faire s'entrelacer et de nous permettre de vivre ensemble. Nous en sommes capables. Nous sommes face à des défis. Je viens de parler du terrorisme. Il y a ce qu'est en train de devenir la Méditerranée. Et le pourtour méditerranéen rassemble de plus en plus des conflits sanglants auxquels nous devons enfin apporter des réponses politiques qui soient réelles, qui soient crédibles, qui soient durables. Ces réponses politiques sont urgentes parce que dans cette ère géoculturelle, le terrorisme prospère. Il forme des hommes, des femmes venus de toutes les parties du monde, venus de tous les continents. Et surtout, il exerce une force d'attraction sur la jeunesse, de partout, de tous les pays. Il arrive à fasciner une jeunesse qui trouve la mort plus attractive que la vie. Je sais que ça échappe à notre compréhension, ça échappe à notre empathie. Mais nous devons être capables de lutter, de faire en sorte que nous rattrapions cette jeunesse. Et nous faire en sorte que cette jeunesse ne soit plus fascinée par la mort, mais qu'elle comprenne toutes les chances, tout le potentiel, tout ce que contient de fécond la vie. La vie. C'est ce que nous devons arriver à faire. Nous devons arriver à faire en sorte que tous ces foyers de colère, cette instabilité que l'on voit en Syrie, en Irak, en Libye, et je pense à la jeune démocratie tunisienne, où les femmes ont conquis récemment encore de nouveaux droits individuels et de nouvelles possibilités de participation à la vie publique. Nous devons faire en sorte que ces lieux-là soient stabilisés par des solutions politiques et durables, et que nous puissions arracher notre jeunesse et la jeunesse du monde à cette fascination morbide et meurtrière. Nous ne serons pas trop nombreux pour le faire ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a chez moi un bonheur particulier à venir jusqu'à vous, à venir passer ce moment, quelques heures d'un dimanche avec vous. Parce que dans un rassemblement militant,
un rassemblement de personnes engagées, nous nous donnons mutuellement de la force. Et nous posons sur la table nos valeurs, nos principes, cet idéal que nous partageons et que parfois nous laissons sommeiller parce que nous sommes aspirés par les difficultés, par le quotidien, par l'urgent. Mais nous devons créer ces parenthèses et ces moments où nous nous retrouvons et où nous parlons de l'essentiel, comme le disait à l'instant Jean-Claude. Oui, de l'essentiel, c'est-à-dire de tout ce qui nous préoccupe et d'abord de l'avenir. Et d'abord de l'avenir. Sans négliger le présent, mais d'abord de l'avenir. Et débattre, et oser débattre. Oser débattre entre nous, dans le respect, dans l'estime réciproque, dans l'amitié, dans la fraternité, mais débattre, parce que la gauche débat, parce que la gauche discute, parce qu'avant de décider, la gauche confronte les idées, croise les expériences, les sensibilités. La gauche tient à la délibération collective, celle qui inclut les énergies, les personnes, les personnalités, les intelligences, les volontés. C'est cela la gauche. Et lorsque nous nous retrouvons, comme aujourd'hui, nous discutons de ceux qui nous taraudent, le chômage, la précarité, la peur du déclassement, tous ceux qui inquiètent nos compatriotes, ceux qui sont confrontés au chômage directement et qui désespèrent, ceux qui sont dans la précarité et se demandent si leur situation peut s'améliorer, ceux qui sont encore en situation professionnelle mais se disent que le déclassement social est possible, il est devenu possible. Nous savons, nous, la gauche, ce que signifient des vies difficiles. Nous le savons parce que la gauche est construite sur la défense des plus vulnérables, des exclus, des pauvres, des travailleurs, du peuple. La gauche a bâti son histoire et son identité sur le soutien, la solidarité, l'accompagnement des plus vulnérables, de ceux qu'on larguait au bord du chemin, de ceux qui sont en difficulté. Et les militants de gauche n'ont pas besoin, eux, d'être en difficulté. C'est un idéal qu'ils ont. Et c'est pour ça que nous avons autant de force à mettre dans l'accompagnement de celles et de ceux qui sont en difficulté ou qui sont exposés aux difficultés. Et nous, la gauche, nous savons le dire. Nous devons réapprendre à le dire. Nous devons réapprendre à parler à celles et ceux qui se sentent exclus, qui ont l'impression qu'ils ne participent plus à rien du tout, qu'on ne les entend pas, qu'on ne les voit pas, qui ont peur. Oui, il y en a qui ont peur d'aujourd'hui, qui ont peur de demain, qui ont peur des autres. Nous devons les rassurer. Nous devons leur rappeler qui nous sommes. Nous devons leur rappeler notre histoire, rappeler la trajectoire de la gauche, rappeler le patrimoine de la gauche, rappeler les héritages de la gauche, rappeler l'action publique de la gauche. Chaque fois que la gauche est aux responsabilités, elle a une ambition claire, la justice sociale, la solidarité, l'égalité entre les femmes et les hommes, le progrès collectif, l'émancipation individuelle, c'est cela la gauche. Et nous devons réapprendre à le dire. Nous devons réapprendre à nous préoccuper de celles et de ceux qui sont inquiets, de celles et de ceux qui ne comprennent pas le monde aujourd'hui. Nous devons réapprendre à aller vers eux, à prendre du temps, à leur parler et discuter entre nous. Parce que ce que nous voulons, c'est réussir ensemble. Donc discutons entre nous et disons que nous avons une vision de la vie, une vision du monde. Oui, nous avons une vision du monde. Oui, nous nous interrogeons sur les désordres du monde. Oui, nous nous interrogeons sur les causes, les sources des désordres du monde. Et nous savons bien que tout le monde n'est pas innocent de l'état du monde. Tout le monde n'est pas innocent des désordres qu'il y a dans le monde. Et de ces désordres qui font qu'aujourd'hui, la Méditerranée est le linceul de misérables venant de plusieurs continents. Nous savons que nous avons à nous interroger. Débattons entre nous, dans le respect et l'amitié. Disons notre vision de la société aussi. Oui, la société n'est pas une société automatique. Nous ne voulons pas que
les hommes, les femmes soient écrasés dans la société. Nous voulons qu'ils aient un emploi, parce que l'emploi est le chemin pour l'utilité sociale, pour la reconnaissance sociale, pour l'autonomie individuelle. Mais nous ne voulons pas faire comme si, dans la vie d'une personne, il n'y a que l'emploi. Les combats que la gauche a menés aux côtés des travailleurs ont été des combats pour améliorer les conditions de vie, pour donner du temps aux travailleurs, pour qu'ils soient disponibles pour leur famille. 60 heures par semaine, puis 40 heures par semaine, grand progrès, 40 heures par semaine, puis 35 heures par semaine. Oui, il faut que celles et ceux qui travaillent, qui donnent leur force de travail, y compris physique, aient le temps, eux aussi, de se former, aient le temps de s'instruire, aient le temps de se cultiver. Et pourquoi ce temps-là ne serait réservé qu'à ceux qui sont héritiers de fortune? Pourquoi ce temps-là? Pourquoi l'accès à la culture, au savoir? Pourquoi les voyages? Pourquoi la rencontre des autres? Pourquoi les stages? Pourquoi l'engagement dans les associations, dans les fondations? Pourquoi les visites de musées? Pourquoi les déplacements au cinéma, au théâtre, au concert? Pourquoi ça ne serait réservé qu'à ceux qui en ont les moyens? Moi qui y vais, je peux vous dire qu'on y puise du bonheur. Alors évidemment, après, quand je rentre, je passe ma nuit à travailler. Mais j'y vais. J'y vais. Et j'y puise tant de bonheur que je trouve insupportable l'idée que des personnes ne puissent pas y aller. Je trouve juste insupportable que des personnes soient obligées, en rentrant du travail, de se précipiter, d'avoir peut-être 1 heure, 2 heures de trajet, de rentrer, d'avoir à peine le temps de s'occuper des enfants, de regarder leurs devoirs, de les embrasser, d'avoir à peine le temps de se distraire, soit de lire, de se détendre, de rire, juste abruti, épuisé, de s'écrouler et de ne même pas voir s'achever la journée. Non, je veux pour chacune, pour chacun, ce temps-là. Oui, l'emploi, parce que c'est la condition de l'autonomie, parce que c'est la condition de la participation à la vie sociale, mais oui aussi le temps de la culture, le temps du partage, le temps de l'échange, le temps de la rencontre, le temps pour soi, le temps pour les autres. Et c'est notre vision de la société. Et nous voulons dire que nous avons une vision de la société et que les difficultés aujourd'hui quotidiennes ne nous échappent pas. Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas conscients du taux de chômage élevé, que nous ne sommes pas conscients des vies brisées, que nous ne sommes pas conscients du désespoir que cela entraîne. Cela ne veut pas dire cela. Cela veut juste dire que nous avons un cap, que nous savons élever le regard vers l'horizon et que nous savons où nous voulons aller et que nous voulons y aller en progrès collectif et en émancipation individuelle. Alors nous pouvons discuter entre nous. Il n'y a aucun drame à discuter entre nous. Sans querelle, sans aucune querelle. Les querelles, nous les réservons pour ceux d'en face. Parce que nous savons ce qui nous sépare d'eux. Nous savons que cette droite est à la dérive. Je parle de la droite qui fut républicaine. Elle est à la dérive. Elle a peur de tout dorénavant. Elle instille dans la société l'angoisse, l'anxiété. Elle croit au déclin. Comme si elle ignorait complètement à la fois l'histoire de la France et l'histoire des Français. Comment croire au déclin? Quel intérêt à faire peur? Il suffit de regarder ce pays, son potentiel, son peuple, les personnes, les individus, sa richesse, ses exploits, ses prouesses, dans toutes les disciplines, dans toutes les matières. Nous nous offrons le luxe de continuer à remporter des prix Nobel et des prix dans toutes les disciplines, mathématiques, littérature, oui. Donc il suffit de regarder le potentiel de ce pays. Mais la droite ne sait pas voir ça. Elle distille de l'inquiétude, de la peur. Et on se demande d'ailleurs ce qu'elle a appris de l'humanité. Ce qu'elle a appris de l'humanité, je vous parlais du grand défi de la Méditerranée, qui est en train de devenir un linceul. Qu'a-t-elle appris, cette droite? Lorsqu'on entend récemment un ancien président de la République, face à des personnes qui savent les dangers de la traversée, quittent tout néanmoins,
savent qu'elles risquent leur vie, savent tout cela et essaient tout de même d'atteindre l'autre rive, avec les risques que cela suppose, de naufrage et même à l'arrivée d'une autre misère, d'humiliation. Ils savent tout cela, ils embarquent quand même. Quelle énergie, quelle volonté, quelle capacité d'espoir. Et qu'est-ce que cela inspire à un ancien président de la République? C'est clair. De macérer dans l'indignité, de se vautrer dans des propositions ineptes, de provoquer des rires gras, de nous faire honte, de nous faire honte. Et lorsqu'on pense qu'il a prétendu, il y a quelque temps, qu'il voulait bâtir l'union de la Méditerranée, aujourd'hui il se réjouit que la Méditerranée soit un espace de mort, plutôt qu'un espace commun de solidarité, ou plutôt que de subir, nous construisions ensemble, parce que c'est ce qu'il faut faire dans la Méditerranée, construire ensemble, donc prendre notre part dans la résorption des désordres du monde et construire ensemble. Et l'histoire nous interrogera. L'histoire nous interrogera. Nous devons déployer des efforts pour détruire les filières d'exploitation, de traite d'êtres humains, de celles et de ceux qui profitent de la misère pour s'enrichir. Nous devons être sans pitié avec eux. Et nous devons nous rappeler notre patrimoine de solidarité, notre culture de fraternité, et ne pas devenir indifférents à la misère d'autrui. Mais laissant la droite, elle glisse, elle glisse, elle glisse, elle finira dans le précipice. C'est son affaire. Nous, ce que nous allons faire, nous allons continuer à travailler ensemble pour proposer des alternatives lumineuses à ces lendemains désastreux qu'ils brandissent, ces piteux chéfaillons frénétiques, faussement gouailleurs, ou même ces cyniques chéfaillonnes, sarcastiques et cupides. Out. Nous savons ce qu'est la France. Nous savons ce qu'elle a déjà accompli. Nous savons comment elle brille encore de tous ses feux dans l'imaginaire universel. Et nous sommes sans doute les premiers, peut-être même les seuls, à douter d'elle à ce point. Nous sommes les seuls à ne pas croire en sa capacité de rebond. Nous sommes les seuls à ne pas croire qu'elle peut encore écrire d'une belle plume avec des pleins et des déliés un avenir radieux. Nous sommes les seuls à ne pas y croire. Donc recommençons à y croire. Retrouvons confiance en nous. Retrouvons confiance en nous. Nous ne sommes pas comme ce rossignol qui, du haut d'un grand chêne, se regarde dans l'eau et croit qu'il est tombé dans la rivière. Et il est au sommet de ce chêne et toutefois, il a peur de se noyer. C'est dans Cyrano de Bergerac. Nous ne sommes pas ce rossignol parce que tout simplement, nous sommes forts comme des chênes et sensibles comme des oiseaux.